Louis XIV l'avait imaginé et même un petit peu rêvé, mais les finances de l'époque l'en avaient empêché. C'est finalement Louis XV qui, à la fin de son règne, quelques années avant de mourir, a inauguré ce lieu d'histoire, de mémoire, ce lieu historique et on peut même dire magique, l'Opéra Royal du château de Versailles. Nous sommes dans un lieu, allez, on va le dire, totalement fantasmagorique. On va conjuguer aujourd'hui l'histoire et la bande dessinée, l'histoire dans la bande dessinée. On va se retrouver dans quelques instants avec toi, Jean-Christophe, pour Résistance. On va rester à peu près dans la même époque, sans plus attendre, direction la Côte d'Opale, le débarquement. Maryse et Jean-François Charles nous abreuvent de cette histoire, de ce quotidien de soldats à la fois alliés et allemands. Récit signé Nicolas Béard. On s'est mis à la place de ce soldat qui scrutait la mer, qui attendait le débarquement et qui, en même temps, voit un jour sur la plage une jeune fille qui ramasse des coquillages. C'est le début de notre histoire et surtout on a eu envie que ce ne soit pas qu'une histoire de guerre, c'est l'histoire d'un pays qui est occupé, c'est l'histoire d'une terre qui est occupée, mais où ce sont des hommes qui y vivent pendant plusieurs années, et qu'ils soient de n'importe quel camp, qu'ils soient allemands, qu'ils soient français, qu'ils soient anglais, américains. C'est surtout une histoire d'hommes qui finalement qui vivent la vie de tous les jours et avec l'amour qui passe aussi. Même pendant la guerre, les gens se rencontrent, les gens s'aiment. Il y a beaucoup plus de séparation qu'en période de paix. Un Allemand peut rencontrer une jeune Française et ils peuvent s'aimer malgré le décor, malgré la souffrance. Il me semble qu'après 60 ans, on peut ne pas être trop manichéen et ne pas dire il y avait les bons d'un côté et les mauvais d'un autre. De l'autre côté, on peut voir les défauts de chaque côté et voir que ça a été une période horrible, mais de toute façon ça existe et il ne faut pas la nier. Il faut je pense, actuellement et avec le recul, regarder l'histoire en face. Nos parents nous avaient parlé aussi d'Allemands qui n'étaient pas nazis, qui craignaient les nazis dans leur propre pays. Tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais noir. Non, le message de l'Allemand, c'est quand même un message qui nous tient à cœur. C'est l'amour plus fort que la mort, plus fort que la guerre, plus fort que la haine. Je crois que les personnages, au bout d'un moment, ils nous échappent. On les construit, on leur donne quelques traits de caractère et puis tout s'enchaîne et on n'a plus qu'à les suivre. On se met tout doucement à penser à leur place. On vit un peu leur histoire et on se dit toujours, moi qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été confronté à cette période que nos parents ont vécue? Alors, oui, les personnages tout doucement attrapent du volume, une psychologie, mais c'est comme s'ils nous parlaient. Retour ici à l'Opéra Royal du château de Versailles, lieu vraiment exceptionnel. Jean-Christophe, je crois qu'on est bien accueillis. Ah, c'est génial, ouais. Super. C'est assez incroyable. C'est un décor qu'on ne va pas retrouver dans Résistance. Résistance, évidemment, direction ces années 40, pendant la guerre. Pourquoi cette envie, pourquoi tu as eu envie de plonger dans cette France à couteau tiré, hein? Il y avait deux Frances à l'époque. C'est clair, mais c'est un sujet qui me passionne depuis longtemps, mais je n'avais jamais osé raconter une histoire qui se passe dans l'histoire avec un grand H. Et je sais pas, un soir, je me suis dit, allez, on y va. Et puis j'ai quasiment écrit le synopsis d'une traite et je l'ai envoyé à mon éditeur au Lombard. Et quelques semaines plus tard, il m'a dit, banco, on y va. T'as pas eu peur dès le départ, parce que c'est vrai, la résistance française, on en a beaucoup entendu parler. Chaque année, des livres sortent pour de nouvelles histoires réelles. On en apprend de plus en plus sur ce qui s'est passé ou sur ce qui ne s'est pas vraiment passé. Tu t'es pas dit au départ, je vais dans une époque un peu particulière, il faut que je fasse attention quand même. Ah, c'est clair. Mais c'est pour ça aussi que je suis allé me renseigner au musée de la Résistance à Champigny-sur-Marne et je suis allé discuter avec les conservateurs.
et j'ai posé des questions très candides sur comment ça se passait, ceci, est-ce qu'on peut imaginer telle ou telle situation, et je me suis dit, bon, ils vont me prendre pour un demeuré, et finalement ils étaient très gentils, ils ont réussi grâce à eux, j'ai réussi à étoffer le scénario de scènes qui paraissaient crédibles. Mais avant tout, ce n'est pas une BD sur la résistance avec un grand R, c'est résistance avec un S, c'est-à-dire c'est 3 personnes qui essayent de gérer l'invasion de la France par les Allemands, quoi. Ces 3 personnes, raconte-nous, elles sont liées, elles sont chacun de leur côté pour résister justement. Comment ça se passe? En fait, c'est un trio qui va devenir vite amoureux, où c'est deux hommes, une femme. Il y a Sonia qui est juive communiste. Il y a Louis qui est plutôt, il va s'occuper un peu du marché noir. C'est un petit margoulin. Et il y a André qui est un peu un idéaliste et qui va entendre l'appel du général de Gaulle le 18 juin. Quoi. Le 18 juin, le fameux 18 juin. Voilà. Hein, l'album sort d'ailleurs le 18 juin, Voilà, c'est pas par hasard, voilà, évidemment. C'est pas une idée de moi, c'est de l'éditeur, mais c'est une très bonne idée. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Tu m'as dit, tu es allé au musée de Champigny sur la Résistance. C'est là où vraiment tu as trouvé toute la documentation, toutes les infos nécessaires pour être non pas à côté de l'histoire, mais dans l'histoire. En fait, au départ, le scénario est un scénario romanesque avec des situations basées principalement sur l'avenir des personnages. Et ensuite, après, il fallait que j'étoffe ça avec des éléments graphiques pour le dessinateur, Claude. Et donc, j'avais vraiment besoin de ces documentations, quoi. Et ça m'a permis aussi de me dire, bon, voilà, je me plante pas complètement dans telle ou telle situation. Résistance, ça va se passer où géographiquement ? Au départ, ça se passe à Paris. Après, pendant l'exode, ils vont partir vers la Bretagne. Ils vont revenir sur Paris. Et ensuite, ça dépendra des moments. Mais ça se passera, par exemple, le tome 2 se passera en Angleterre, à Londres, aussi à Paris et à Vichy. Voilà. Mais ça dépend des... Parce qu'en fait, je mêle plusieurs époques. C'est à la fois chronologique, et en même temps, il y a des flashbacks et des flash-forward. Voilà. Donc ça, tu utilises ça à travers, comme on l'a dit, la grande histoire, avec ce grand H qui est parfois difficile à conjuguer. On le disait, on peut prendre des risques. C'est une époque qui a fortement marqué la France. Et plus de 60 ans après, on en parle toujours autant, comme si c'était une plaie vraiment très vive pour certaines familles. Ça, tu y penses de temps en temps lorsque tu es sur ton scénario et que tu écris ? C'est clair, mais en même temps, j'essaie de montrer des personnages qui sont complètement ambivalents et qui réagissent suivant les situations qui leur arrivent. C'est-à-dire que personne n'est tout blanc ou tout noir, ça dépend des moments en fait. Et c'est pour ça, par exemple, la première scène, c'est une scène justement de libération d'un des personnages qui est très guerrier, qui est un peu agressif et tout ça. Et en fait, juste après, en fait, ça se passe 3 ans auparavant et on s'aperçoit qu'il n'en a rien à faire de la guerre. Ça lui fait ni chaud ni froid. Donc j'essaie de montrer que les personnages évoluent au fur et à mesure d'événements quand même assez importants, quoi. Est-ce que tu as envie de créer quand même la grande émotion ? C'est vrai que cette période de résistance en France a été enclin à des histoires humaines tout à fait fabuleuses. Est-ce que toi, quand tu écris, tu te dis ce personnage, je vais l'emmener très loin, je vais lui faire vivre des choses incroyables, et en même temps le lecteur ? Oui, c'est clair. Mais c'est pour ça aussi que j'utilise un procédé que j'ai vu notamment dans Lost, la série, c'est le flash forward, c'est-à-dire de montrer une situation et de montrer 3 ans plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, on n'attend pas de qu'est-ce qui va se passer plus tard, on le sait déjà. Et simplement, c'est comment ça s'est passé. Donc ça, je trouve ça assez passionnant parce que je me mets moi-même des bâtons dans les roues, mais j'essaye, en gros, le lecteur, quand il lira le tome 1, il saura comment ça se termine à la fin du tome 1. Mais il reste 3 autres tomes et on va expliquer comment ça va se dérouler, quoi. Résistance aux éditions du Lombard. Merci à toi, Jean-Christophe. Merci. On va continuer nos aventures consacrées à l'histoire, dans la bande dessinée, à l'histoire et la bande dessinée. Michel Onfray, philosophe qui aime bien bousculer un petit peu ce carcan de philosophes qui n'aiment pas trop s'éparpiller dans d'autres choses que la littérature classique, dans la philosophie classique. Michel Onfray s'est dit, tiens, je vais faire un film
Sur Nietzsche, évidemment, le 7e art l'a accueilli avec un peu de difficulté. Donc il s'est dit, quel est l'espace de liberté qui nous reste, Jean-Christophe, aujourd'hui? La bande dessinée fait toujours de la résistance et libre. Donc Nietzsche en bande dessinée, c'est aux éditions du Lombard. C'est parti. C'est un vieux malentendu, je veux dire, quand on a 15-16 ans et qu'on tombe sur Nietzsche, évidemment des phrases du genre si tu vas voir les femmes prends ton fouet, on saute là-dessus immédiatement pour de mauvaises raisons. Quand on lit volonté de puissance, on a l'impression que c'est une justification de n'importe quelle force brutale. Donc il y a une première lecture qui est une lecture de malentendu, une lecture radicalement anti-chrétienne, l'idée de raser le Vatican pour faire un élevage de serpents sur les ruines. Ça va, c'est très bien. Mais il faut un certain temps pour comprendre et pour saisir le vrai contenu du message. Donc c'est une longue méditation. Moi j'ai publié plus de 50 livres. Chacun de mes livres s'ouvre avec une exergue de Nietzsche. Donc il y a une espèce de commentaire de Nietzsche qui se fait comme ça. Et on pourrait presque dire qu'à la mode mallarméenne, je dirais que tout a été fait pour aboutir à l'album de Maximilien Leroy, parce qu'en fait j'y ai mis vraiment tout le fruit de ma méditation. Il n'est pas question pour nous de fantasmer sur un personnage, sur une vie ou sur ce genre de choses. Moi, il y a 40 ans de lecture derrière moi qui font que, 35 ans, qui font que chaque bulle contient un texte qui soit a été dit par Nietzsche ou pensé par Nietzsche. C'est-à-dire il y a des expressions qui proviennent de la correspondance, qui proviennent de l'œuvre. Il y a des idées que j'ai formulées dans un vocabulaire d'aujourd'hui, mais qui sont des idées de Nietzsche. Et je ne me serais pas du tout permis de prendre des libertés avec ce qu'il aurait pu dire ou ce qu'il a dit. J'étais extrêmement scrupuleux là-dessus. Et Maximilien aussi, parce que quand je lui ai dit, bah oui, c'est très bien ce que vous faites, allons-y, moi je vous donne mon accord pour travailler sur mon travail, il est parti avec son appareil photo sur les lieux nietzschéens, photographiés, Portofino, Rapallo, Naples, Sorrente, Venise, etc. C'était un vrai travail d'histoire, de réhabilitation ou d'habilitation de l'histoire dans un monde où aujourd'hui, sous prétexte de culture, d'artistes, on a aujourd'hui des gens qui nous disent « je prends des libertés avec cette figure historique ou avec tel autre, mon problème c'est pas la vérité, Alexandre Dumas, si on fait des enfants dans le dos de l'histoire pourvu que ce soit de bons enfants, pourquoi est-ce que, etc. » Non, moi je pense qu'il faut être respectueux, c'est un média magnifique, la bande dessinée, parce que c'est un média populaire, susceptible d'être populaire. Donc il faut proposer aux gens des vérités qui soient pas des vérités ennuyeuses, mais qui soient des vérités scrupuleuses dans lesquelles on apprend ce qui a eu lieu. Et après, libre à soi de méditer l'album ou d'aller voir plus loin, de lire Nietzsche ou de faire autre chose autrement. C'est sûrement pas une porte qui se ferme. Moi, je suis soucieux de sortir la philosophie du ghetto dans lequel elle se trouve. Il y a des ghettos universitaires, il y a des ghettos mondains, il y a des ghettos éditoriaux dans lesquels le philosophe parle au philosophe et puis on se dit « ne venez pas nous troubler ». Moi, ce qui m'intéresse, moi qui suis fils de pauvre et qui me suis trouvé sauvé par la philosophie, parce que Lucrèce m'a parlé, parce que Aristippe m'a parlé et m'a changé la vie, et Nietzsche aussi évidemment, c'est de dire, eh bien, vous dont la philosophie n'est pas la spécialité, le désir premier, vous pourriez vous y intéresser. Venez voir par ici. La BD vous intéresse, regardez ce qu'est Nietzsche, ce qu'il a été, et puis éventuellement aller voir plus loin chez Nietzsche. Et puis peut-être qu'en allant voir plus loin chez Nietzsche, vous irez voir plus loin dans la philosophie. Et puis voilà, donc c'est une porte nouvelle sur une forteresse que j'essaie de déforteriser, il faudrait trouver un néologisme, de démonter. En disant, voilà, il y a une forteresse, mais ouvrons une porte, une deuxième porte, faisons des brèches. Et je pense que c'est une brèche dans la forteresse philosophique. Retour ici à l'Opéra Royal du Château de Versailles, lieu historique. Juste quelques mètres derrière moi, vous pouvez apercevoir la loge où Louis XV, à la fin de sa vie, a pu recevoir quelques années certains événements artistiques, culturels et même un mariage de son aïeul. C'est un lieu vraiment magique. Je remercie encore une fois toutes les équipes du Château de Versailles de nous accueillir. Aujourd'hui, on va continuer à conjuguer l'histoire et la bande dessinée sous une forme un peu particulière,
Magéna, Sylvain, bonjour. Bonjour. Votre histoire, celle de Marzy aux éditions Dupuis, c'est un peu une histoire d'amour et puis une histoire d'enfance aussi. C'est bien ça, Magéna? Oui, c'est un peu les deux. En fait, c'est mon histoire. C'est une bande dessinée autobiographique qui raconte mon enfance en Pologne sous le régime communiste, vers la fin du communisme. Et c'est une histoire d'amour parce que c'est une histoire d'amour entre Sylvain et moi, parce que on est en couple en premier, et puis lui, comme il est dessinateur de bande dessinée depuis de nombreuses années, il m'a incité à écrire mes souvenirs pour après les partager avec un public plus large. C'est-à-dire que Sylvain, les souvenirs de Magéna, de cette Pologne communiste, elle te les racontait comme ça, de temps en temps, et tu t'es dit, il y a quand même quelque chose à faire d'un peu plus important. C'était la première approche, oui. C'était mon premier contact avec la culture polonaise que je connaissais assez peu finalement. Et le fait d'entendre Magéna parler de son enfance, des traditions, des choses qui m'étaient assez étrangères comme ça, je trouvais ça vraiment assez exotique et j'avais très envie de le partager avec d'autres lecteurs, notamment avec des enfants aussi, pour qu'ils découvrent une autre enfance dans un pays européen, pas si éloigné que ça, pays presque voisin. Et voilà, c'était une histoire, c'était une plongée dans l'histoire, mais une histoire récente, quasi contemporaine, donc c'était bien de faire un petit décalage dans le temps comme ça. Magéna, comment tu as travaillé dès le départ? Est-ce que tu n'as pris pas, des petits carnets? Tu t'es dit, je vais commencer chronologiquement par ces souvenirs de telle année et puis je vais avancer dans le temps? En fait, non, je n'ai pas pris de carnet. J'ai commencé à écrire directement sur l'ordinateur, comme quelqu'un de très moderne. En fait, j'ai commencé par écrire l'histoire de la carpe, parce que c'est l'histoire que j'ai racontée en premier à Sylvain. Il m'a dit, écris ça, c'est tellement extraordinaire, une carpe dans la baignoire. Donc, je commençais, comme ça me venait. Comme les souvenirs viennent en règle générale, de façon très désordonnée, un peu peut-être illogique. Et en fait, au début, j'écrivais surtout pour moi, et pour Sylvain, pour lui faire lire tout ça et pour lui faire découvrir mon univers. L'histoire de la carpe, raconte-nous. C'est quoi? L'histoire de la carpe, ça veut dire qu'en Pologne, avant Noël, on achète une carpe vivante qu'on met dans la baignoire et on la tue la veille de Noël. Donc pendant 2-3 jours, personne ne se lave, on se rince juste un peu. Et puis il y a la carpe qui nage dans la baignoire, dans toutes les salles de bain polonaises. Voilà. C'est vrai que c'est un bon début. Graphiquement, c'était très intéressant d'imaginer ça, ça m'a donné très envie de le dessiner. Ouais. Tu m'étonnes. Comment vous travaillez tous les deux au quotidien? Je sais pas, Magéna, tu donnes les idées à Sylvain, Sylvain ensuite tu développes les histoires. Comment ça se passe? Non, c'est Magéna qui écrit vraiment les histoires, c'est son vécu, donc je ne peux pas du tout intervenir dedans. Et il vaut mieux que ce soit ses mots qui donnent une couleur particulière à ces histoires. Une couleur étrangère. Donc ça permet vraiment de rentrer dans cette culture polonaise. Je peux donner éventuellement mon avis sur la manière dont l'histoire est construite, mais généralement c'est Magéna qui s'en charge. C'est-à-dire que la petite Marzy, tu as ressorti les vieilles photos de Magéna quand elle était gamine? Quand on a commencé, on n'en avait aucune. En fait, je suis parti de ce qu'elle était actuellement pour l'imaginer petite. Donc je l'ai changé un peu parce que dans le dessin, elle a une grosse tête, des gros yeux et elle ferait un peu peur si elle était vraiment comme ça. Mais elle est quand même assez proche et je me sers surtout de ses expressions, le fait de la connaître bien, de vivre avec elle. Ça permet vraiment d'animer le personnage différemment, je pense. C'est pas un personnage vraiment de fiction. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Magéna, ça fait maintenant plusieurs années avec Sylvain que vous travaillez sur cette série, ce personnage de Marzy qui est devenu une série finalement. Les gens ne se rendent plus vraiment compte que c'est ton histoire. Ils ont adopté un petit peu le personnage, comme on adopte un personnage de bande dessinée. Qu'est-ce que tu as changé depuis le début dans ce que tu racontes? Est-ce que tu vas plus loin dans cette introspection personnelle? Est-ce que tu te lâches un peu plus sur certaines histoires que tu n'aurais pas osé raconter dès le départ? En fait, au début, j'ai commencé à écrire Marzy, vraiment, c'était plutôt mon histoire, ma petite histoire, la vie de ma famille et tout. Et après, petit à petit, je me suis rendu compte que ça devenait de plus en plus politique et engagé. Et donc, que la grande histoire, elle a fait irruption dans ma vie, sans que je m'en rende compte quand j'étais petite. Et donc, je me suis dit que voilà, c'est vraiment la tournure que prenait la bande dessinée, se diriger vers ce côté un peu plus politique. Et maintenant, quand je rencontre les gens pendant les séances de dédicace, c'est aussi un bon exercice de savoir ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire sur soi, parce que moi je suis une personne assez introvertie et là d'un seul coup je me retrouve l'héroïne d'une bande dessinée, ça fait un peu peur hein, et donc je ne sais pas si je me lâche plus, peut-être je me retiens en fait. C'est plutôt ça, oui. Mais le fait que le personnage vieillisse au fur et à mesure des albums, comme c'est une série assez chronologique, le regard de cette petite fille commence à changer sur ce qui l'entoure aussi, donc elle est un peu plus ouverte, un peu plus critique peut-être par rapport à ce qui se passe. Elle a une autre conscience des événements qui est autour d'elle. Il faut dire aussi que je m'approche de plus en
plus de ce que je suis aujourd'hui. Et quand je viens en séance de dédicace, je rencontre les gens qui me connaissent et je ne les connais pas, c'est un peu perturbant parce qu'ils savent beaucoup de choses sur moi. Ils savent que j'avais un tapis en dot qui était derrière le rideau, ils savent plein de choses, ils savent que j'aime pas aller aux toilettes. Donc c'est vraiment des détails qui peuvent à un moment donné être dérangeants. De ton enfance, hein, oui, ce sont les choses les plus personnelles. Mais c'est un bon exercice pour savoir ce que je vais raconter après, jusqu'où je peux aller dans ma vie intime. Tu parlais de la grande histoire, celle de ton pays d'origine et de ta petite histoire à toi. À quel moment tu t'es rendu compte justement que ta petite histoire personnelle rattrapait cette grande histoire et que finalement dans ces livres de Marzi, on parlait aussi voilà, de ton pays, de ce qui s'est passé, des grandes difficultés qu'il y avait à l'époque? Les grandes difficultés sont tout le temps présentes, en fait. Les problèmes d'approvisionnement dans les magasins, ça j'ai toujours vécu, mais je ne pensais pas que c'était la grande histoire. La grande histoire, c'est vraiment les grands noms comme Wałęsa, Jaruzelski, le mouvement Solidarność. Et je m'en suis rendu compte quand... Voilà, au fur et à mesure de l'écriture, c'était vraiment des histoires qui venaient spontanément. L'histoire des grandes grèves auxquelles j'ai participé, c'est venu vraiment au tout début. Et après, comme dans ma famille, tout le monde sait ce que je fais, donc j'ai discuté beaucoup avec eux et ils m'ont rappelé plein de choses. Et en fait, c'est presque comme si c'était l'histoire de... c'est pas l'histoire vraiment de mon pays, c'est l'histoire de ma famille, de mes proches. C'est vraiment une façon de les immortaliser aussi quelque part et de les rendre héroïques. Mais chaque histoire de chaque famille polonaise, c'est un peu l'histoire de toute façon de ton pays. En même temps, Sylvain, il y a une difficulté à appréhender justement cette Pologne-là que tu n'as pas connue, toi. Comment tu as fait pour recréer à la fois cette ambiance et cette Pologne des années 80 ? Grâce à Marzena, beaucoup de toute façon, c'était essentiel d'être guidé par elle pour le dessiner. J'ai été parti du principe de ne pas dessiner de manière très réaliste, contrairement à ce que j'ai pu faire dans d'autres séries. J'avais envie d'avoir ce petit décalage déjà, vu du niveau d'une enfant de 7-8 ans, donc qui regarde le monde un peu différemment. Et surtout, je ne voulais pas avoir un dessin qui soit un peu plombant par rapport au récit et avoir ce côté un peu onirique propre à l'imaginaire enfantin. Donc ça permettait déjà un recul par rapport à ça. Et puis grâce à Marzena, on a pu faire un voyage. Dès qu'on a commencé la série, on est allé en Pologne, sur les lieux mêmes où elle a vécu, dans le même appartement que ses parents occupaient toujours. Et puis voir sa famille, voir un peu tous les personnages, tous les lieux qui étaient vraiment essentiels pour l'histoire. Donc dans le dessin, c'est pas absolument réaliste, mais il y a plein de petits éléments qui font qu'on sait qu'on est en Pologne et pas du tout ailleurs. Marzena, cette série, j'imagine, t'a permis de te libérer, peut-être pas complètement, je ne sais pas, c'est ta vie personnelle, mais de ce qui s'est passé à l'époque, de ce que tu as vécu lorsque tu étais enfant, et puis aujourd'hui, vous vivez en France tous les deux. Lorsque tu as revu ta famille, est-ce que tu as l'impression qu'ils ont le même sentiment de liberté ? Est-ce qu'ils se sont libérés autant que toi qui es venu en France et toi qui as écrit cette série avec Sylvain ? Pour moi, c'était sûrement une sorte de psychanalyse, presque inconsciente, parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait représenter. Je me suis dit, oh, je raconte une histoire, voilà. J'arrive en France, je ne peux pas travailler, je suis polonaise, j'ai un passeport polonais, j'ai plein de difficultés. Donc c'était vraiment, ça m'a un peu sauvée. Et puis je ne savais pas du tout où ça allait. Mais maintenant, je prends conscience de ce que ça représente, la bande dessinée. Et Marzi, on va le continuer avec Sylvain. Et est-ce que ça m'a libérée? Sûrement, oui, quelque part. Je me sens un peu plus à l'aise avec ce que j'ai vécu. Et je me sens peut-être un peu plus revendicatrice de mon passeport polonais. Et dans ma famille, je pense que c'est aussi, Marzi, comme ça a été traduit en polonais, c'est aussi un élément fédérateur. Parce que comme ça, en quelque sorte, j'ai sauvegardé leurs propres souvenirs. Et maintenant, comme tout le monde se préoccupe du lendemain, on ne se retourne pas très souvent vers le passé. Et peut-être, en quelque sorte, je construis vraiment un album familial. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, ils sont devenus des héros. Leur vie n'est plus si banale que ça. Donc, voilà, ils sont fiers de moi. Et en même temps, je pense qu'ils m'ont aussi connue un peu mieux parce que, comme dans Marzi, j'étais une personne introvertie, je ne parlais pas beaucoup, donc là, d'un seul coup, ils m'ont complètement découvert sous un autre angle, sous une autre lumière. Est-ce que vous avez eu tous les deux des forts moments d'émotion en créant, en ayant créé, toujours en créant justement cette série Marzi? Est-ce qu'il y a eu des moments, voilà C'est émouvant, oui, c'est émouvant parce que c'est l'histoire de la personne avec qui je vis, donc forcément, c'est quelque chose de particulier. Tout ce qui concerne la justice avec les enfants, c'est extrêmement difficile, donc c'est des moments assez forts. C'est émouvant parce que je connais aussi maintenant sa famille et que j'ai pu les rencontrer, donc forcément. Et puis, il y a aussi le fait de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose, qui viennent en dédicace, comme le disait Marzena, ou qu'on est amené à rencontrer
un peu par hasard, mais qui connaissent la série. Et voilà, pour eux, ça les touche beaucoup et ils ont leurs propres souvenirs qui sont reliés aux histoires que Magéna a écrites. Et c'est quelque chose d'assez intense, effectivement. Mais c'est toujours intéressant de travailler sur l'histoire. C'est une matière infiniment plus riche que ce qu'on peut simplement imaginer en fiction. C'est toujours assez incroyable de pouvoir se raccrocher à cette foultitude de vies différentes et d'événements qui sont vraiment marquants pour tous ces gens. La petite Marzi va dépasser la triste histoire de cette Pologne d'une autre époque. On va en garder cette image d'une petite fille, voilà, un autre visage finalement. La Pologne. Oui, sûrement, oui, ça va évoluer. Maintenant, on travaille sur le prochain numéro qui montrera la Pologne d'après la chute du communisme. Et puis, Marzi continuera jusqu'à mon arrivée en France, je crois, pour montrer ma confrontation à mon rêve. Et un jour, on verra Marzi qui s'imagine en bande dessinée. On a décidé, par un commun accord, d'arrêter la série avant que je rentre dans l'histoire. Ce sera plus facile. Je n'ai pas spécialement envie de devenir un personnage. Bon, ouais, on verra. Bon, merci à tous les deux. En tout cas, on vous retrouve aux éditions Dupuis. On va continuer nos aventures. La bande dessinée se refuse absolument rien. La bande dessinée, le dessin de presse, la caricature, le mémorial de Caen a installé une exposition permanente de caricaturistes internationaux, des dessinateurs de presse qui, pour certains, luttent au quotidien pour leur liberté de travail, leur liberté d'expression. Nous sommes allés à l'inauguration de cette exposition permanente où on va découvrir des dessinateurs internationaux. En France, il est facile de faire de la caricature, mais à l'étranger, ce n'est pas toujours la même façon d'exister. Il faut parfois se cacher pour dessiner et caricaturer. Récit signé Marie Brémaud. Un musée d'histoire qui ne pose pas des questions d'actualité, un musée d'histoire qui ne renvoie pas l'idée au public que l'histoire est une matière vivante, est un musée qui meurt. Loin de l'image solennelle, le mémorial de Caen accueille désormais une exposition permanente de dessins de presse. Les signatures internationales réunies au sein de l'association Cartooning for Peace délivrent leurs regards impertinents sur l'actualité. On est là pour communiquer là où des gens voudraient nous empêcher d'exprimer des idées et le plus important, au-dessus des idées, une opinion. C'est la fête des opinions ici au mémorial de Caen. Une fête des opinions, car d'un dessinateur à un autre, les croquis divergent, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, catholiques ou musulmans, noirs ou blancs, les caricaturistes exposés assument tous leur parti pris et appellent au débat. On est toujours engagé quand on est dessinateur de presse, pas parfois, on l'est toujours, parce qu'on a toujours nos convictions et nos combats. On essaie de mener à travers nos dessins et on essaie de faire en sorte que nos dessins parlent pour nous, qu'ils véhiculent nos idées d'une façon claire. Mais attention à ne pas oublier l'essence même de la caricature. Au coup de crayon s'ajoute une dose d'humour et de provocation. On parle du World Trade Center, on parle des tueries de Al-Qaïda, et à la fois on montre des images qui respectent la tragédie, qui respectent les morts et les conflits, et à la fois c'est des images qui disent bah, attendez, c'est pas parce que ce sont des tragédies et que c'est grave que on n'a pas le droit de se faire plaisir et de faire des dessins un petit peu déjantés. Au moment où il y a des gens qui essayent de faire un schisme entre le monde occidental et le monde musulman, nous, avec nos petits crayons, on essaye de faire des ponts et on essaye d'emmener tous les gens de cette exposition dans ce bateau qui va construire l'avenir, un avenir pacifié. Rien de mieux qu'une loge royale pour conclure cette émission consacrée à l'histoire dans la bande dessinée. Je tenais à remercier très particulièrement Jeanne Hollande et tous les services du Château de Versailles, de l'Opéra Royal qui nous ont accueillis ici aujourd'hui.
toutes les infos indispensables si vous aimez la bande dessinée, c'est évidemment le site unmondedebulle.com, les VOD gratuites et limitées sur publicsena.fr et enfin tous les jeudis matins, ma chronique coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à la semaine prochaine.